Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau grand angle consacré au premier chapitre de géographie du nouveau programme de seconde, un chapitre qui s'intitule Risques et tensions sur les ressources dans le monde. Le risque est un événement porteur de danger pour les sociétés qu'il touche. Les risques d'origine naturelle sont particulièrement nombreux sur Terre, s'y ajoutent ceux générés par les activités humaines. Face à ces risques, les sociétés sont inégalement vulnérables et apportent des réponses variées. Le développement des sociétés s'appuie, lui, sur l'exploitation de deux ressources majeures dont il va être question dans ce grand angle, l'eau et les énergies. Une ressource est un élément du milieu naturel qui présente une utilité pour les sociétés humaines et que ces dernières exploitent. L'exploitation de ces ressources peut provoquer des conflits et a des conséquences majeures sur l'environnement. Alors une double question va se poser ici. D'abord, de quelle manière les sociétés s'adaptent-elles à des risques toujours plus forts et nombreux? Et ensuite, comment assurer les besoins de la population mondiale sans surexploiter les ressources? Dans ce chapitre, nous allons commencer d'abord par une étude de cas, un zoom à une échelle locale pour tenter de comprendre précisément les principaux enjeux de la question. Je vous emmène pour cette étude de cas, ce zoom, au pôle Nord, découvrir une région peu connue, mais de plus en plus convoitée par les investisseurs et les touristes aussi. Il s'agit de l'Arctique. Voici tout d'abord trois informations à retenir sur cette région du monde. L'Arctique a une superficie de 21 millions de kilomètres carrés, dont 2/3 sont totalement recouverts par l'océan. Sa population est de 4 millions d'habitants, dont 400 000 autochtones. Enfin, les pays qui ont une frontières communes avec l'Arctique et qui sont également propriétaires de terres dans cette région du monde sont la Russie, les États-Unis, lesquels sont d'ailleurs propriétaires de l'Alaska, le Canada, le Danemark, propriétaire du Groenland, l'Islande, la Norvège, la Suède et la Finlande. En Arctique, le changement climatique se caractérise par une augmentation importante et rapide des températures moyennes annuelles, ce qui favorise d'abord la disparition de la banquise et de la glace qui recouvre les terres. C'est le cas au Groenland, au Canada et dans le nord de la Russie. Cela menace les espèces vivantes qui y résident. La banquise désigne la couche d'eau de mer gelée. En outre, cela augmente la concentration en sel des océans, pouvant provoquer un changement des courants marins et par extension des climats de certaines régions, comme en Europe occidentale, où le Gulf Stream permet l'adoucissement des températures en hiver. Le Gulf Stream est le nom donné au courant océanique qui prend sa source entre la Floride et les Bahamas, nous sommes en Amérique centrale, et qui se dilue dans l'océan Atlantique au niveau du Groenland. Le changement climatique favorise également le dégel du pergélisol, appelé aussi permafrost en anglais, ce qui signifie étymologiquement sol gelé en permanence. En fondant, celui-ci bouge, cela détruit les infrastructures de transport et transforme les paysages en inondant certains espaces, dans le Grand Nord russe notamment. L'Arctique est un espace convoité en raison des ressources halieutiques, mais aussi minières, et des ressources en hydrocarbures, gaz et pétrole qu'il renferme. Ces ressources sont stratégiques pour le développement des sociétés. On peut dire que l'Arctique est particulièrement vulnérable au changement climatique dans la mesure où cette région est caractérisée par une hausse importante des températures qui transforme très rapidement les milieux, menaçant donc fortement la faune et la flore présente. Il faut dire que l'hiver, les températures sont de l'ordre de -20, -30, voire -40 degrés, et qu'en été, là où il fait le plus chaud, les températures excèdent rarement les +0 degrés. De plus, l'exploitation progressive des ressources minières et fossiles de l'Arctique ainsi que la navigation maritime commerciale impliquent des dégradations rapides d'un milieu à l'équilibre fragile. À noter que d'autres espaces maritimes sont exposés à des pollutions liées au trafic maritime, comme la Méditerranée, le golfe de Guinée et le nord-est de l'océan Atlantique. Les marées noires peuvent notamment s'y produire.
Avec le changement climatique et le recul de la banquise, les Inupiats, peuple local vivant sur place, ne peuvent plus chasser et pêcher la baleine. Par conséquent, ils se réorientent vers des activités liées à l'exploitation du pétrole. Cela provoque des tensions avec l'autre peuple inuit principal dans la région, les Gwich'in, dans la mesure où l'exploitation du pétrole se fait dans l'espace où les caribous, nourriture essentielle des Gwich'in, mettent bas. Les Gwich'in craignent que leur mode de vie soit à leur tour menacé par le changement d'activité des Inupiats. Des tensions émergent aussi au sein du peuple inupiat avec la crainte des risques environnementaux et de perte d'identité. Les transformations des milieux polaires ont des conséquences dans le reste du monde et non uniquement à l'échelle locale. En effet, on observe que la fonte des glaces pourrait modifier les courants marins, notamment l'apport de chaleur du Gulf Stream pour les régions d'Europe du Nord. La région arctique s'est dotée d'un conseil, le Conseil de l'Arctique, dont font partie les pays riverains pour gérer ces enjeux. Vous les voyez sur cette carte. Un Conseil de l'Arctique dont l'objectif est de gérer les conflits entre les États limitrophes, les États riverains de l'Arctique, afin aussi de mettre en place des mesures de protection de l'environnement. On peut clairement dire que l'échelle internationale s'invite dans le débat. Fondée en 1971, Greenpeace est une ONG de défense de l'environnement. Elle dénonce le manque d'action des acteurs du Conseil de l'Arctique et souligne la faiblesse des États face aux majors, les grandes entreprises du secteur pétrolier. Le discours de Greenpeace est nuancé dans la mesure où, étant une ONG militante, Greenpeace s'attache à dénoncer le comportement des acteurs du Conseil de l'Arctique qui n'agiraient pas suffisamment, sans pointer les éventuelles actions positives, aussi minimes soient-elles. À noter que d'autres espaces sont menacés par le changement climatique, l'espace sahélien tout d'abord, dans la mesure où il est marqué par un processus de désertification. De même, le golfe du Mexique, l'Asie de l'Est et l'Océanie sont marqués par une augmentation du niveau de la mer, menaçant les populations et les activités littorales. Le risque cyclonique s'accroît lui aussi, tout comme celui d'inondation. C'est le cas au Bangladesh notamment. Et pour terminer cette étude de cas, intéressons-nous à cette tendance observée depuis quelques années. L'Arctique n'attire plus seulement les investisseurs, mais également les touristes. Le réchauffement climatique permet en effet le développement du tourisme arctique, rendu possible avec la fonte des glaces. Une destination est particulièrement prisée, le Groenland, une île quasiment déserte et grande comme 3 fois la France. En 2017, pas moins de 100 000 touristes s'y sont rendus à bord de bateaux de croisière. Température prévue en plein été, entre 0 et 10 degrés, pas plus. Pour ce voyage, comptez débourser entre 5 000 et 6 000 euros par personne. C'est le prix à payer pour 2 semaines de dépaysement garanti. Voilà ce que nous pouvions dire sur cette étude de cas pour ce chapitre consacré aux risques et aux tensions sur les ressources. Alors après une étude à grande échelle, c'est-à-dire à l'échelle locale, analysons ce qu'il en est à l'échelle mondiale, petite échelle pour les géographes. Première question, comment les sociétés font-elles face au risque ? Le risque est un événement d'origine naturelle ou humaine, porteur de danger pour la société qu'il touche. Nous l'avons bien compris. Le risque désigne un aléa susceptible de toucher une société. Un aléa, c'est la probabilité qu'un événement, qu'il soit naturel ou technologique, dangereux, en tout cas, surviennent. La gravité du risque se mesure en termes d'enjeux humains et économiques. Selon l'ONU, c'est une catastrophe lorsqu'il provoque au moins 30 victimes et d'importants dégâts matériels. Les risques naturels sont liés aux aléas naturels, cela est normal. On distingue en cela les risques climatiques d'une part, c'est-à-dire les cyclones, les inondations, les épisodes de sécheresse ou les canicules, et d'un autre côté les risques telluriques, à savoir les séismes, les tsunamis ou les éruptions volcaniques. Liés à l'action humaine, les risques technologiques, eux, peuvent être diffus, comme la pollution, ou accidentels. C'est le cas des explosions de sites industriels, de ruptures de barrages ou bien de marées noires. La vulnérabilité désigne la fragilité des biens, des personnes, d'un territoire. Elle dépend de leur capacité de résistance à un risque. L'exposition des sociétés au risque s'accroît, en effet. Les enjeux augmentent avec l'intensification des activités humaines et des densités de population. Le transport aérien, par exemple, peut entraîner la diffusion des épidémies. Les risques sont plus dévastateurs dans les espaces de forte densité, les villes, les grandes vallées ou les littoraux. Le changement climatique augmente la fréquence et l'intensité des risques climatiques.
À noter que le développement désigne un accroissement, c'est-à-dire une augmentation des richesses associées à l'amélioration des conditions de vie d'une population sur un territoire. Le développement rend possible des catastrophes combinant risques naturels et risques technologiques. À titre d'exemple, focalisons-nous sur l'une des catastrophes les plus meurtrières de ces 10 dernières années, celle du Japon en 2011, le vendredi 11 mars 2011 à 14h46 précisément, et pendant 2 minutes sans interruption, un séisme a frappé le nord-est du Japon à Sendai. La secousse a été ressentie sur des centaines de kilomètres, elle a déplacé le pays de 2 mètres. La magnitude de ce séisme est de 9 sur l'échelle de Richter, qui compte justement 9 niveaux. C'est la partie nord du Japon qui a été la plus touchée. C'est là que se trouve l'épicentre du séisme. Des vagues de plus de 15 mètres avec un pic à 39 mètres de hauteur se sont abattues sur les côtes nord-est du Japon. Dans des villes comme Sendai, la moitié de la population a disparu. Les bâtiments, les infrastructures électriques, absolument tout est anéanti. Les journalistes parlent d'ailleurs de montagnes de débris, de villes martyrisées. C'est un paysage de désolation auquel assiste le monde entier, impuissant. Les dégâts sont considérables, des zones industrielles sont totalement ravagées. 5 heures après le début du séisme et du tsunami, c'est dans un lieu apparemment intact que s'est produit un autre accident. Il est 21h25 ce vendredi 11 mars. Dans l'un des 6 réacteurs de la centrale de Fukushima, le système de refroidissement est en panne. Le lendemain, en fin d'après-midi, une explosion dans la centrale nucléaire retentit, entraînant des fuites radioactives et le déplacement de 100 000 personnes. La situation d'urgence est décrétée le dimanche 13 mars. Lundi, le réacteur numéro 3 explose. Mardi, une 3e explosion se produit. Au total, ce 3e acte de la tragédie aura duré 4 jours. Ayant atteint un niveau de 7, l'accident industriel de Fukushima est comparé à une autre catastrophe nucléaire bien connue survenue à Tchernobyl en Ukraine en 1986. Le bilan humain de cette catastrophe fait toujours débat, il ne peut être chiffré précisément. On parle de milliers de victimes et de millions de personnes irradiées, c'est-à-dire contaminées par les fuites radioactives et gravement malades. Revenons au bilan de la catastrophe au Japon de 2011 qui s'établit à plus de 16 000 morts, 6 000 blessés et des milliers de disparus et 300 milliards de dollars de réparation, ce qui en fait la catastrophe la plus chère de l'histoire. Toutes ces informations sont à retrouver dans l'extrait du journal de 20h de France 2 du jeudi 17 mars 2011, présenté par David Pujadas. Dans un reportage diffusé ce soir-là, le journaliste Olivier Caro, envoyé spécial de la rédaction au Japon, a commenté précisément la catastrophe qui vient de frapper la 3e puissance mondiale. Passons à notre dernière sous-partie de cette première partie consacrée au développement et à la vulnérabilité. La vulnérabilité varie d'une société à une autre. Des séismes de magnitude 8 sur l'échelle de Richter ont fait ainsi 8700 morts. Au Népal, en 2015, un pays dont le PIB par habitant, c'est-à-dire la richesse produite par chaque habitant, est de l'ordre de 2443 $. À l'inverse, des séismes de même magnitude ont fait 200 morts. Au Mexique, en 2017, pays dont la richesse produite par habitant est là cette fois-ci de 17 336 $. En clair, plus une société est pauvre et inégalitaire, plus elle est vulnérable. La méconnaissance du risque favorise les erreurs d'aménagement, comme par exemple l'urbanisation des zones très exposées. L'insuffisance des politiques de prévention et de gestion accroît la vulnérabilité et limite la résilience, c'est-à-dire la capacité d'un individu, d'une activité ou même d'une société à s'adapter après une forte perturbation. Les pays faiblement développés sont très vulnérables. Entre 1995 et 2015, ils ont subi un quart des catastrophes naturelles mais totalisé 90% des pertes humaines. Les dégâts matériels y sont moindres, mais la catastrophe accentue la pauvreté. Ainsi, en 2013, aux Philippines, le typhon Haiyan plonge près d'1 million d'habitants dans la pauvreté. L'industrialisation des pays émergents accroît les risques technologiques du fait de normes de protection moins strictes.
Dans les pays riches, les dégâts matériels sont importants, mais la population est souvent assurée. Des dispositifs efficaces de prévention et de gestion des risques limitent le nombre de victimes et augmentent la résilience. Les pauvres de ces pays restent néanmoins plus vulnérables. Prenons pour exemple le 29 août 2005. Le cyclone Katrina frappe la ville de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis après avoir balayé les Caraïbes. Aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans, où plus de 1300 personnes ont perdu la vie et des centaines de milliers de blessés ont été recensés. Les zones basses, davantage touchées par les inondations, sont habitées par les populations les plus pauvres. Alors que l'alerte a été donnée, certaines de ces personnes n'ont pas pu fuir les régions concernées, souvent parce qu'elles n'avaient pas de voiture. Après la catastrophe, ce sont les Américains les plus pauvres qui se sont retrouvés sans domicile. On estime que 1,2 million de personnes ont été tuées entre 2001 et 2015 dans 12 657 catastrophes d'origine naturelle. Le coût de ces catastrophes s'élève, lui, à 2100 milliards d'euros, soit autant que le PIB de la France. Établissons à présent un top 5 des catastrophes les plus meurtrières de ces 20 dernières années. En pole position, le séisme et le tsunami ayant frappé l'Indonésie et le Sri Lanka en 2004. Dans l'océan Indien, 270 000 morts ont été enregistrés. Deuxième, le séisme à Haïti en 2010, où cette fois-ci ce sont 230 000 morts qui ont été identifiés. Le cyclone Nargis à Myanmar, l'ex-Birmanie, a lui touché 140 000 personnes. Le séisme en Chine qui s'est déroulé en 2008 a fait lui 80 000 victimes. Quant au Pakistan, ce pays a lui aussi été frappé par un séisme en 2005, 75 000 personnes ont perdu la vie. Parallèlement à cela, voyons le top 5 des catastrophes les plus coûteuses. Et en première position, nous en avons parlé il y a quelques instants, le tsunami, le séisme et la catastrophe nucléaire au Japon en 2011, et c'est 300 milliards de dollars de réparation, catastrophe la plus onéreuse de l'histoire. En deuxième position, les cyclones Harvey et Irma qui ont balayé les États-Unis et les Caraïbes en 2017, faisant 190 milliards de dollars de dégâts. Le cyclone Katrina aux États-Unis arrive en troisième position en 2005 avec 125 milliards de dollars de réparation. Le séisme en Chine est lui en quatrième position en 2008 avec 85 milliards de dollars de réparation. Enfin, le cyclone Sandy aux États-Unis et aux Caraïbes en 2012 enregistre lui 70 milliards de dollars de réparation. Focus à présent sur la formation d'un cyclone. Un cyclone, appelé aussi ouragan en Amérique, hurricane, ou typhon en Asie, est un phénomène météorologique de forte intensité, caractérisé par des vents tourbillonnants, violents et des pluies intenses. L'échelle de Saffir-Simpson compte 5 niveaux pour décrire l'intensité des dommages causés par un ouragan sur les infrastructures matérielles. L'échelle de Beaufort, elle, indique la vitesse du vent et compte 12 niveaux. Comment se forme donc un ouragan? Ce dernier a une hauteur estimée entre 12 et 17 km et un diamètre allant de 500 à 1000 km. Première étape de formation, l'évaporation de l'eau. Lorsque la mer atteint et dépasse les 26 degrés sur au moins 50 mètres de profondeur, elle provoque de l'air chaud et humide qui commence à s'élever en altitude. En raison de la rotation de la Terre, les flux d'air commencent à tourbillonner et à former des nuages. L'air ainsi réchauffé continue à monter en altitude et alimente le tourbillon en vapeur, ce qui le rend de plus en plus puissant. Ainsi, l'ouragan est créé. Harvey, Irma, José, Maria, entre fin août et fin septembre 2017, ces 4 ouragans de catégorie 3 à 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson, qui en compte 5, ont fait la une de l'actualité. Le mercredi 6 septembre 2017, l'ouragan Irma a ravagé les Antilles françaises. Les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont ainsi été complètement balayées par des vents d'une extrême violence. La République dominicaine, la Guadeloupe et Porto Rico n'ont pas été épargnés. Les Antilles n'avaient jamais vu un phénomène d'une telle intensité. Voilà ce que nous pouvions dire dans cette première partie du chapitre consacré aux sociétés face aux risques. Intéressons-nous maintenant à la manière dont ces sociétés gèrent ces ressources majeures que sont l'eau et les énergies. Et démarrons cette deuxième partie par un premier point consacré aux ressources, à ces ressources, l'eau et l'énergie, présentées comme indispensables. En effet, l'eau et l'énergie nous sont indispensables. L'eau douce répond à des besoins quotidiens, boissons,
cuisine, hygiène. Sans elle, l'agriculture est impossible. Base majeure du développement économique et humain, l'énergie permet quant à elle de cuisiner, de se chauffer, de s'éclairer et de se déplacer. On distingue les énergies fossiles, c'est-à-dire les énergies non renouvelables, produites à partir d'hydrocarbures comme le pétrole et le gaz, ou de charbon stocké dans le sous-sol, et les énergies renouvelables, c'est-à-dire les énergies gérées par des processus naturels qui ne s'épuisent pas, énergie éolienne, solaire ou hydroélectricité par exemple. L'eau est abondante mais inégalement répartie. L'eau disponible dans le monde, à savoir 5700 mètres cubes par habitant et par an, couvre théoriquement nos besoins, mais sa répartition varie en fonction des climats. Très rare en milieu aride, comme au Sahara en Afrique, elle abonde en milieu équatorial, comme en Amazonie. Sa disponibilité varie selon les saisons et les années. Le changement climatique entraîne une augmentation des sécheresses et des inondations. Il y a pénurie si la disponibilité est inférieure à 1000 mètres cubes par habitant par an. On parle de stress hydrique si la disponibilité en eau est comprise entre 1000 et 1700 mètres cubes par habitant et par an. Enfin, l'abondance et la répartition des ressources énergétiques sont variables. Les énergies renouvelables sont abondantes, mais leur répartition dépend du climat. Les énergies fossiles, elles, sont très inégalement réparties. Certains pays en regorgent, comme le pays du Golfe Persique ou la Russie. D'autres n'en ont pas du tout. On estime à l'heure actuelle que 6 pays détiennent 82% des réserves mondiales de charbon: les États-Unis, la Russie, l'Australie, la Chine, l'Inde et l'Allemagne. Autre point titulé pression accrue et tension sur les ressources. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, l'eau est utilisée à 70% dans l'agriculture, 22% dans l'industrie et 8% pour l'usage domestique. Quant à l'énergie, elle est utilisée à plus de 60% dans les domaines du transport et de l'industrie. L'augmentation de la consommation mondiale d'eau et d'énergie est liée à la croissance démographique, à savoir l'augmentation de la population, à la croissance économique aussi, à l'élévation du niveau de vie également, et à l'évolution des modes de vie. Depuis un siècle, la demande d'énergie a été multipliée par 13. Cette pression entraîne indéniablement un risque de pénurie et pose le problème de l'accès aux ressources. L'exploitation de gisements de pétrole dans des conditions difficiles, la diminution de la disponibilité en eau et sa pollution renchérissent leurs prix. Les tensions géopolitiques se multiplient pour l'accès aux gisements offshore, c'est-à-dire en mer, ou pour le partage de l'eau des grands fleuves, comme le Nil, le Mékong ou l'Euphrate. La pression sur les ressources contribue à la dégradation de l'environnement. L'exploitation excessive des nappes d'eau provoque leur salinisation, c'est-à-dire l'augmentation de leur teneur en sel. De plus, le recours massif aux énergies fossiles, 85% de la consommation, provoque des risques à l'échelle locale, marée noire, pollution, mais aussi globale, c'est-à-dire mondiale, réchauffement climatique. Dernier point enfin sur les ressources et la diversité des sociétés. Commençons déjà par définir ce terme. Les sociétés désignent les êtres humains vivant ensemble. Elles impliquent une diversité des cultures et des niveaux de développement. Les sociétés existent, plusieurs types de sociétés existent sur la planète. Les pays du Nord, riches, industrialisés et développés, et les pays du Sud qui comportent les pays émergents, c'est-à-dire les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, les pays en développement et les pays les plus pauvres, les fameux PMA, pays les moins avancés. Les pays du Nord et les pays du Sud n'ont pas les mêmes besoins ni la même façon d'agir face à une situation. L'accès aux ressources est ainsi conditionné par le niveau de développement de ces sociétés. 11% de la population mondiale, à savoir à peu près 844 millions de personnes, n'ont pas accès à l'eau potable en 2019. Dans les pays en développement, résoudre les difficultés d'accès à ces ressources est un enjeu majeur du développement. Au Nigeria, par exemple, pays pétrolier, 40% de la population n'a pas accès à l'électricité. On estime à l'échelle mondiale, toujours en 2019, qu'une personne sur 7 n'a pas accès à l'électricité. Dans les pays développés, les risques de pénurie existent en raison d'un niveau de consommation très élevé en eau comme en énergie. Source de tension, la dépendance énergétique entraîne l'augmentation des prix mondiaux aux dépens des populations pauvres. Ainsi, comprenez-le bien, l'accès aux ressources, que ce soit l'eau ou l'énergie, est conditionné par le niveau de développement des sociétés.
Dernière question que nous allons nous poser à présent. Comment gérer durablement les risques et les ressources? Élément de réponse tout de suite. Premier point de cette dernière partie consacrée à la transition écologique, la priorité au développement durable. Assurer un développement durable est un enjeu majeur. Les populations actuelles et futures doivent bénéficier d'un développement économique et social s'appuyant sur un environnement sain. À l'échelle globale, la préservation des ressources et des milieux permet de lutter contre le réchauffement climatique. Celui-ci s'explique par un recours excessif aux énergies fossiles et des pratiques peu respectueuses des milieux, comme la déforestation. C'est un facteur d'aggravation des risques et de diminution des ressources en eau, comme en Chine, pays le plus peuplé du monde avec 1,36 milliard d'habitants, soit 18% de la population mondiale. La Chine représente 15% de la richesse mondiale, mais seulement 6% des ressources en eau. Localement, les risques liés au changement climatique et à la pénurie des ressources dégradent les conditions de vie des populations et entraînent l'augmentation des migrations climatiques, c'est-à-dire les déplacements de population temporaires ou définitifs causés par des changements climatiques. Deuxième point intitulé « Mieux gérer les risques et les ressources ». Les politiques de prévention et de gestion des risques sont complexes. Système d'alerte, cartographie du risque, réglementation contraignante, ouvrages de protection permettant de prévenir les risques, comme les digues ou les murs de béton, des secours efficaces et une population informée limitent la vulnérabilité et augmente la résilience. La mobilisation des acteurs comme l'ONU, les ONG, organisations non gouvernementales, les États ou les collectivités territoriales ou même les populations s'observent durant les crises et dans le cadre de politiques internationales et nationales. Les accords de Paris en 2015 témoignent d'une prise de conscience des impacts du réchauffement climatique. Il s'agit du premier accord universel sur le climat. Il fait suite aux négociations qui se sont tenues lors de la conférence de Paris sur le climat, la COP21. Ce texte a été signé par 195 pays sur 197 que compte l'ONU, ce qui en fait le texte le plus largement signé de l'histoire de l'humanité. L'un des principaux points de ces accords est la limitation de la hausse des températures à 1,5 degré. On précise que les États-Unis n'ont pas ratifié cet accord. La transition énergétique et environnementale est ainsi au cœur de la lutte contre le réchauffement climatique. La transition énergétique et environnementale désigne une période d'adaptation qui doit conduire à une utilisation des ressources, eau, énergie, plus rationnelle et respectueuse de l'environnement. L'innovation technique, une législation stricte et la sensibilisation des populations sont nécessaires. Les énergies renouvelables devraient limiter les émissions de gaz à effet de serre. Enfin, dernier point intitulé « Des inégalités face à la transition écologique ». Malgré leur vulnérabilité aux risques et aux tensions sur les ressources, les pays en développement sont moins avancés en termes de prévention des risques et de transition énergétique et environnementale. Ces pays du Sud, pays pauvres donc et en développement, peinent à mettre en place les politiques nécessaires, faute de moyens financiers et technologique. La prise de conscience de la dégradation de l'environnement reste faible chez les populations préoccupées par leur survie quotidienne. Les pays développés ont les moyens financiers, technologiques et humains de réduire leur vulnérabilité au risque, mais la volonté politique manque souvent en raison de la puissance des intérêts économiques et des bouleversements des modes de vie qu'implique la transition énergétique et environnementale. Ainsi, en juin 2017, les États-Unis sont sortis des accords de Paris sur le climat. Regardez justement un instant cette caricature de 2017 réalisée lors du désengagement des États-Unis de l'accord de Paris, résultat de la COP21 de 2015. On y voit clairement Donald Trump, le président américain, un navire de guerre symbolisant l'hostilité de Donald Trump envers l'ONU, un océan déchaîné symbolisant le changement climatique, la fumée du navire, on l'observe, qui symbolise la recrudescence de la pollution créée par cette décision. L'accord, résultat de la COP21 de 2015, est un accord entre la plupart des pays du monde prévu pour limiter le changement climatique. On le voit ici volant. Angela Merkel, la chancelière allemande, en train de pleurer la décision du président américain. Enfin, cette île sur laquelle se trouvent 4 individus, dont la chancelière, une île menacée par les eaux, symbolisant clairement la montée du niveau des mers et les catastrophes provoquées par le réchauffement climatique. Ainsi s'achève ce grand angle. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à l'adresse mail qui s'affiche en bas de votre écran. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie de votre attention.